Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et vous aider éventuellement, au besoin, à travailler vos stratégies d'investissement ou de trading. Et maintenant, il est l'heure de parler de l'indice phare allemand, le DAX, avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Eric, ma question est toute simple. Est-ce qu'on est mis face à un risque de correction sur le DAX ? Ouais, à très court terme, non. Non, à très court terme, non. Enfin, ça va dépendre des nouvelles, évidemment, mais je pense que c'est plus l'enlisement dans le conflit qui provoquera des arbitrages de la part des gérants. Là, l'échéance arrive, donc il va falloir prendre des décisions, probablement changer les strikes des options, renouveler les protections si c'est pas déjà fait, peut-être vendre, ou en tout cas commencer à vendre, peut-être. Je sais pas, ça va dépendre de chaque gérant, de ses positions. Mais là, on va avoir une obligation de faire quelque chose d'ici une semaine. Donc là, c'est parce que c'est l'échéance des contrats, l'échéance trimestrielle. Donc si ça s'enlise, si les perspectives, si les scénarios sont un enlisement, une durée, il y aura des arbitrages. Si c'est très court terme, je veux dire par là, si on vient chercher les deux premiers supports de la zone, c'est-à-dire donc la zone 22 pour commencer, 23 150, et puis un peu en dessous 22 650, 720. Donc ça c'est le. Souvenez-vous, je vous avais mis sur le graphique il y a déjà plusieurs mois ces deux zones en indiquant que c'était les deux zones, les deux premiers supports de la zone qu'il fallait préserver pour garder la tendance haussière l'année dernière. On a contacté pour la première fois lundi à l'occasion d'un gap baissier de 270 points, donc quand même un gap baissier important qui a été comblé depuis, puisqu'on a rebondi. Mais c'est la première fois qu'on contactait ce niveau de 22 667 120 et ça a très bien réagi. Puisque après ce contact qui s'est fait dans la nuit d'ailleurs, hein, il n'y a pas eu de nouvelles particulières à ce moment-là. Donc techniquement, ça a bien réagi. On a rebondi de 1400 points, puis là, on se redégonfle. Et je pense que si on revient vers ces deux niveaux à très court terme, demain, par exemple, aujourd'hui, demain, ce qui ne semble pas être le chemin qu'on en prenne pour le moment, on aura un rebond très très probable. Après, ce qui se passera pendant le week-end et le développement fera que il y aura peut-être des réactions différentes. Mais pour le moment, il n'y a pas de panique. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Il n'y en a toujours pas. Certes, il y a eu une baisse importante, mais il y a eu un rebond important. Ça montre bien, tout simplement, que même lorsque l'on ouvre avec un gap baissier et une baisse supplémentaire d'environ 1000 points par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais parce qu'il n'y a pas d'obligation de faire, il n'y a pas d'obligation de vendre. Alors évidemment, la spéculation à la marge, mais je parle de tous ceux qui sont investis sur des portefeuilles à long terme. La raison pour laquelle je n'anticipais pas de relais, la raison pour laquelle je vous disais il n'y a pas de panique et il ne devrait pas y en avoir, c'est que, comme vous le savez, je le répète, chaque semaine, les gérants sont protégés par des options. Du côté des options, justement, la volatilité s'est un petit peu détendue. Alors elle est évidemment montée lundi, mais elle est redescendue. Elle s'est détendue depuis. Donc voilà, pas de panique, des gérants protégés, pas obligés de faire si ça baisse. Jusqu'où ? Comme la semaine dernière, je vais vous faire la même réponse, j'en sais rien. Et c'est justement ça qui va changer avec l'échéance, en fonction des perspectives et des scénarios que chacun va intégrer, pour justement voir si on rebaisse le niveau des protections, si on les renforce, ou si on va un peu arbitrer le portefeuille pour essayer de prendre un peu d'argent sur des valeurs qui méritent de l'être. Du point de vue des options, on a toujours un ratio put-call qui est autour de 1,7, 1,8, donc plus de put dans le marché que de call. C'est logique, vu l'ambiance, avec une trentaine de milliers de contrats ouverts en plus. Donc il n'y a pas grand-chose de fondamentalement différent sur le fond. Et donc c'est la raison pour laquelle, alors on a de la volatilité intraday, parce que ça c'est dicté en fonction des nouvelles, c'est la volatilité qui va réagir. Eric, je vous coupe 2 secondes. La volatilité, la volatilité implicite, j'ai pas vu ça ce matin, mais elle est à 30%. Oui, elle oscille entre 29 et 26. Donc d'un jour à l'autre, ça monte, ça redescend. Et ça dépasse pas les 30. Enfin, dès qu'on atteint 29, on descend vers 26. C'est ce qui s'est passé lundi, c'était le niveau de volatilité hier. Donc en fonction des nouvelles, la volatilité implicite et la volatilité intraday
vont faire le yo-yo. Mais on voit bien qu'on ne va pas, il n'y a pas de direction. On va pas vers une très forte hausse de la volatilité et une très forte baisse des indices. Tout est contenu, pour l'instant en tout cas. Oui, c'est ça. Donc en fait, finalement, Eric, ce dont vous nous faites part, c'est d'une forme d'optimisme. Mais est-ce que cet optimisme, il n'est pas un peu béat, limite dangereux? Est-ce que ça peut pas être synonyme justement d'une correction hyper brutale quand même sur la moindre petite information qui pourrait déplaire au marché? Non, je pense pas. Alors, c'est pas de l'optimisme, hein, c'est juste une constatation qu'il n'y a pas de panique. C'est différent. Il n'y a pas de panique parce qu'il y a des protections. Donc, ça répond à votre question. Est-ce que ça peut baisser fort? Non. Non, non. Tant que le niveau de protection est tel qu'il est, ça peut pas baisser fort. Alors, évidemment, si on a, je sais pas, quelques gros acteurs qui tout d'un coup se mettent à vendre très fort, ça va faire baisser et à un moment, on va atteindre les niveaux de protection à partir desquels il va falloir agir. Mais bon, c'est un scénario hyper peu probable. Je vois pas pourquoi tout d'un coup on aurait quelques très très gros acteurs du marché qui se mettraient à tout d'un coup vendre. Bon, pour quelle raison? Il y en a pas fondamentalement. Donc c'est un scénario très peu probable. Et le plus probable, c'est qu'en effet, tant qu'on n'est pas obligé de faire, on va se maintenir sur ces niveaux. Et vous le voyez bien, la réaction sur les supports est déjà parfaitement explicite. Ça s'est passé pendant la nuit. Il aurait pu y avoir du relais à l'ouverture des marchés actions. Ça avait déjà rebondi pendant la nuit. Et donc ensuite, ça a poursuivi son rebond pendant la journée. Où je vous dis 1400 points. C'est pas anodin avec un gap de moins 270. S'il y avait vraiment de la panique, on aurait, dès l'ouverture des marchés actions, commencé à liquider et ça aurait pris du relais à la baisse. Il n'y en a pas eu. Donc tout ça est assez logique. C'était anticipé. Le contraire m'aurait vraiment beaucoup surpris. Et donc, en fait, il se passe ce qui doit se passer. C'est-à-dire que vous n'avez pas des intervenants qui sont contraints d'agir. Agir dans quel sens? Dans le sens de la vente et d'entraîner les marchés vers le bas. C'est pas ce qu'on a pour le moment. C'est très clair. Donc pour l'instant, pas de panique. Vous nous dites que, on le sait maintenant, on l'a bien compris, hein, le DAX futur, en tout cas, est un marché hyper technique. Les cours sont techniques, réagissent plus au niveau technique qu'aux données fondamentales. Donc a priori, si on se réfère à l'historique du graphique qu'on a sous les yeux, empiriquement, les cours devraient rebondir. Donc voilà, on peut... À très court terme, oui. À très court terme, sans nouvelles fracassantes c'est le plus probable. Voilà. Après, évidemment, ça n'est qu'une probabilité. Sur le marché, on ne joue que des probabilités. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Mais c'est le scénario le plus probable. Par exemple, si vous me disiez est-ce que ça vaut le coup de shorter, je vous dirais non. Non, pour l'instant, il n'y a rien qui peut vous indiquer que vous avez de bonnes probabilités de réussite dans ce sens-là. Ok. Écoutez, on va suivre tout ça avec attention. On comprend donc que pour l'instant, pas de panique et on continue de regarder avec attention et surtout de comprendre comment d'adapter sa stratégie en fonction et de détecter éventuellement un signal de vente massif. Mais vous nous dites que a priori, c'est pas le sujet. Non, le plus probable, c'est d'un rebond à jouer avec des calls. C'est un peu cher en ce moment parce que la volatilité a augmenté. Et puis, de ne pas rentrer dans le marché en intraday tant qu'on ne sait pas exactement comment faire. Voilà, il ne faut certainement pas se risquer maintenant en intraday avec la volatilité qu'on a. Écoutez, le message est bien passé, Eric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, réseau de traders indépendants franchisés. Vous êtes avec nous tous les jeudis pour nous aider à comprendre comment fonctionne l'indice phare allemand, le décortiquer, puis nous expliquer comment adapter nos stratégies d'investissement au trading en conséquence. Merci beaucoup, Eric. À la semaine prochaine. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité et on retrouve dans un instant les market movers de Bernard Prats-Desclaux, qui va pour vous analyser Apple, Eiffage et Air Liquide. À tout de suite sur TFI.